Hey tout le monde! Merci, là, il y a des caméras partout. Là. Je suis excité aujourd'hui. Je reçois Marc-André de Cummins. Comment ça va, Marc-André? Ça va super bien, toi aussi, Maxime. Je suis excité au bout, juste pas de bon sens. Je suis content de t'en recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Super trippant. On va jaser moteur, on va jaser X15, on va jaser les différents carburants. Mais avant tout, je vais te laisser t'introduire. Qu'est-ce que tu fais chez Cummins? Moi, je suis directeur général des ventes pour le marché routier. Là, je couvre la province de Québec avec mon équipe de gestionnaires de compte. Je suis avec Cummins depuis maintenant 19 ans. Ah, quand même. Donc, ma carrière a débuté comme technicien dans l'atelier, donc technicien moteur chez Cummins. Donc, je suis parti vraiment du plancher. J'ai compris, j'ai appris le produit, compris le produit, puis ensuite j'ai transféré là, dans différents rôles là, administratifs jusqu'en direction générale de la succursale de Montréal. Puis à partir de 2021, là, j'avais besoin de revenir sur le plancher, puis vraiment dans les parler avec la clientèle, donc revenir au niveau, le contact. La proximité du client. Donc, je suis transféré du côté des ventes. Puis depuis ce temps-là, on est dans cette transition-là, cette grande transition-là technologique, les changements qu'on vit actuellement. Là, oh my God, oui. Parlons-en de la grande transition. Tu sais. C'est quasiment un peu comme les années dorées où c'est quasiment une époque en soi, là, ce qu'on vit, ce qu'on passe à travers. Là. La grande transition, c'est vraiment c'est le bon mot. D'être présent actuellement dans toute cette transition-là, je te dirais que c'est une certaine assurance d'emploi. Oui, mais certainement les gens qui sont techniques, qui traitent nouvelles technologies, qui sont curieux d'en apprendre davantage, ils en ont pour des années encore à s'amuser dans le domaine du caménage. C'est assez impressionnant. Ce que j'aime énormément, c'est qu'on est maintenant devenus des conseillers. Oui. Donc, oui, il y a l'aspect vente, mais je trouve que l'aspect conseil avec les flottes, avec notre client est de plus en plus présent. C'est vraiment le bout que j'aime dans ce que je fais, dans ce que mon équipe fait, c'est qu'on est là pour conseiller, pour accompagner nos clients, nos flottes, puis vers la bonne technologie en fonction de ce qu'ils disent. Je pense que tu es direct dessus. Tu sais, je veux dire, accompagner, c'est le bon mot. Plus que jamais. Parce que les technologies vont vite, les nouvelles affaires, les nouvelles règles, EPA qui changent aux 3 ans maintenant. Je veux dire, c'est pas long, 3 ans dans notre domaine, mais la technologie change ultra rapidement. Fait que ça te prend quelqu'un qui t'accompagne puis à chaque étape, puis qui t'éduque, puis qui te donne des bons conseils. Fait que moi, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on est pas mal plus des conseils. Plus que jamais, l'aspect vente est toujours là, va toujours rester, mais plus que jamais, tu peux plus juste vendre un truck comme tu vends un truck. Ah, vous avez un moteur Cummins, une 18, là, puis part avec ça, tu vas voir. Le spec A, le spec B, le spec C, là, ça c'est... Ça, c'est un truck pour faire de la Côte-Nord, puis ça, c'est un truck pour faire du régional. Non, c'est plus comme ça que ça marche. Là, non, les courbes de puissance changent sur les technologies au fil du temps, donc c'est important de se réinformer. Tout le temps. On n'aime pas les histoires où est-ce qu'un client prend possession d'un camion, puis pas spéqué adéquat pour ce qu'il fait réellement. Donc ça laisse un goût amer. C'est quasiment ça qui est plus important que de livrer le véhicule en soi. C'est que la préparation avant ça, l'éducation, la compréhension de l'outil, puis du outil par là, c'est le moteur, la transition différentielle que tu mets dans ton truck qui est tellement plus important que ça l'était. Effectivement. Ce qui m'amène à parler, tu parlais de la grande transition, mais ce qui m'amène à parler non seulement de l'électrification, mais spécialement avec le X15, X15N, X15H, X15. Qui m'amène à parler du helm. Oui. Puis pour les gens qui ne comprennent pas ou ne savent pas c'est quoi le helm en soi, je vais te laisser l'introduire plus que moi. C'est sûr que tu es plus familier. Si on regarde, on appelait ça la plateforme agnostique dans le passé, donc la plateforme agnostique des carburants. Donc ça a été la première introduction au niveau du Nord. Après ça, on est arrivé avec le helm qui veut dire Higher Efficiency, Lower Emission, Multi-Fuel. Donc c'est de prendre 3 plateformes moteurs, le B7.2, le X10 et le X15, puis d'arriver à consommer des carburants différents avec ces plateformes. Avec la même base. Avec la même base. Si on regarde 80% des composants de la base vont demeurer les mêmes. Est-ce que les pistons vont changer? Probablement pour consommer, par exemple, de l'hydrogène ou consommer du gaz naturel ou du diesel. Oui, parce que le design requiert d'avoir un piston. La température de combustion, la vitesse de flamme, il y a plein de choses qui sont différentes avec... Mais 80%, c'est quand même... C'est quand même énorme. Puis quand on pense à l'intégration d'un produit dans un châssis avec nos équipementiers, nos partenaires, de dire qu'on intègre un bloc qui est similaire... les mêmes points d'ancrage, même s'il consomme du diesel ou un autre carburant,
c'est extrêmement rassurant parce que le engineering est beaucoup plus simple. Puis tout ça se fait dans quand même un délai assez rapide. Donc, on fait ça à l'intérieur d'une dizaine d'années, on va dire. Oui, donc, il y a beaucoup de gens qui s'activent justement à intégrer ces technologies-là. Donc, c'est une plateforme qui utilise des composantes similaires. Donc, tout ce qui est au-dessus du gasket de tête ou du joint de culasse. Excusez l'anglicisme. Non, c'est pas l'anglicisme. Le podcast s'appelle les Jake à 3. Parfait. Donc, tout ce qui est au-dessus du gasket de tête va changer en fonction du carburant qu'on va utiliser spécifique à la tête, là, justement pour ces variations de température-là. Ça prend des composantes spécifiques. À partir du haut, l'injection est différente d'un diesel à un gaz naturel, par exemple. Donc, tout évolue de ce côté-là. Puis, le client va devoir commander son produit en fonction du carburant qu'il va utiliser. C'est pas vrai de dire qu'on va pouvoir faire une conversion. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on parle de mentionner agnostique, puis je pense, dis-moi si je me trompe, mais c'est pour ça un peu que Cummins a corrigé le titre et qu'ils ont donné ça un autre nom, en pensant que les gens font comme agnostique, je peux juste changer la tête, le turbo. La question est venue souvent de l'industrie, à savoir que si je l'achète pour consommer du diesel, est-ce que je peux le convertir en gaz naturel? Est-ce que physiquement, ce serait possible? Probablement. Est-ce qu'on va vouloir prendre cette direction-là? Non. On va acheter réellement le produit pour le carburant qu'on va consommer. Puis l'idée de la plateforme Helm, c'est d'arriver avec une technologie qui est commune. Donc, moteur à combustion interne. On en a fabriqué un en 1919 chez Cummins. Depuis ce temps-là, c'est des technologies qu'on développe et qu'on ajuste en fonction des différents EPA, des différentes émissions qui sont, pour lesquelles on doit rencontrer. Mais c'est une technologie commune. Donc, quand on parle de grande échelle, c'est facile d'arriver avec cette technologie-là, de dire on force l'infrastructure à se développer en fonction de la stratégie de produits de Cummins qui arrive sur le marché. Parce que d'arriver avec une technologie qui va consommer de l'hydrogène, par exemple, en combustion interne, dans un monde où est-ce qu'actuellement il n'y a pas d'infrastructure ou très peu d'infrastructure pour refueler de l'hydrogène, il faut annoncer nos couleurs d'avance. Pour créer cette infrastructure. C'est un peu un monde de licorne jusqu'à ce que ça arrive, mais ça n'empêche pas une compagnie comme la vôtre de juste se préparer à ça parce que c'est une réalité qui va exister. C'est une réalité qui existe, on y croit. On croit à cette transition-là, disons d'ici 2050, il va y avoir plusieurs technologies qui vont arriver sur le marché, puis il va y avoir beaucoup de technologies qui vont opérer en même temps, qui vont venir stimuler toute cette infrastructure-là. Puis éventuellement, on va arriver avec des technologies plus avancées, plus finales en 2050 pour atteindre notre zéro émission. Zéro émission complète. Exact. Mais la combustion, les moteurs à combustion sont encore là pour plusieurs années. Ils sont là pour rester. C'est nécessaire dans notre transition et c'est efficace aussi. C'est efficace quand on pense à... quand je pense à on reste dans le diesel, des biodiesels, des diesels renouvelables ont leurs avantages. On pense au gaz naturel renouvelable, qui est un des carburants qui a la plus forte index de décarbonation actuellement quand on compare nos carburants. Là. Donc, c'est vraiment des technologies qui sont plus que des technologies de transition. C'est des technologies que si on regarde les émissions, ce qu'on appelle well to wheel, on regarde à partir de la création du carburant, jusqu'à son transport, le raffinage du carburant, jusqu'à l'utilisation des émissions tailpipe, quand on regarde la chaîne complète, well to wheel, alors on agrandit grandement le portfolio des technologies qui vont être possibles d'utiliser dans les prochaines années, incluant le gaz naturel renouvelable, bien sûr. Mais je suis d'accord, puis je trouve que, tu sais, chez Inter, des fois la direction est peut-être un peu différente. Mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas chez nous, ce genre de produit-là. On ne parle pas de gaz naturel aujourd'hui, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en aura pas. Tu mentionnes gaz naturel renouvelable, puis tu as raison, c'est probablement des solutions à très court terme qui est disponible aujourd'hui pour qui décarbonise le plus nos transports actuellement. Ça fait 30 ans depuis 1986 chez Cummins qu'on a du gaz naturel. C'est venu très, très, très présent en 2007 avec l'arrivée du 9 litres, puis les années 2010 avec le 12 litres gaz naturel dans les marchés rebus, par exemple. Ça, c'est venu vraiment... vidange, recyclage, de même. Exactement. Municipal, c'est certains sites qui vont produire leur propre gaz naturel. Donc, ça devenait un avantage important pour eux d'utiliser ces technologies-là. Je veux juste faire une shout-out à Richard Prévost de GVI. Oui. Bonjour, Richard est très... salut Richard. Richard est très vocal sur tout ce qui est gaz naturel et avec raison. C'est une vraie solution qu'on est capable d'appliquer aujourd'hui. Puis surtout avec
le fait que votre plateforme X15 l'offre aussi maintenant. Oui, ben tu sais, avant 2024, le 12 litres était notre plus grande cylindrée au niveau du gaz naturel. Puis ça a apporté un certain lot de défis dans le transport. Le line-haul, par exemple, parce qu'il manquait un petit peu de puissance. C'était limité à 80 000 livres, gros véhicule weight, puis... Fait que du 2 essieux, c'est pas trop pesant. Plus ou moins pour notre marché canadien. Ça l'a fait. Il y en a qui ont mis ce moteur-là au défi, puis... Entre autres, Robert Transport, je ne me trompe pas, Robert? Robert Transport utilisait les GX15 de Westport. Ah, OK, c'était une autre version de... Qui était un moteur Cummins qui est vendu à Westport, modifié par la suite. Il devenu un moteur Westport, finalement. Ils ont eu du 12 litres aussi, Robert Transport. Je pense au EBI, par exemple. OK. EBI ont opéré ces moteurs-là dans des conditions là, assez extrêmes au niveau des charges. Puis, ça a fonctionné. Donc, le 15 litres... arrivant en 2024 avec une puissance de 500 HP, 18-50 livres de torque. Quand on met les courbes de puissance HP et les courbes de torque une par-dessus l'autre de ce produit-là, c'est presque identique au diesel. Ça demeure du gaz naturel, ça réagit différemment. Les commentaires sont super bons au niveau de la puissance. Au niveau de performance, je veux dire, on se rapproche très... On est là. On est là. On est vraiment là. L'infrastructure est de plus en plus développée. Mais si on regarde cette technologie-là en particulier, là, ça a repris les Richard Prévost de ce monde pour en parler encore et encore, présent dans l'industrie, dans les événements pour sensibiliser les gens à cette nouvelle technologie-là, mais ça a pris du temps. Puis encore aujourd'hui, il y a plein de régions au Québec où est-ce qu'on aurait besoin de stations. Elles ne sont pas encore présentes. Il y a plein de projets. Mais l'infrastructure n'est pas rendue à bonne place. Ça prend du temps à développer l'infrastructure, même si la technologie est disponible. Cependant, en 1 litre et en 12 litres, c'était très régional. Donc, une flotte qui avait accès à du gaz naturel pouvait dire je peux faire cette transition-là sans problème. J'ai une station, je suis capable de me remplir chez moi en slow fill ou en fast fill, puis je vais pouvoir opérer. Quand on parle de grandes routes, de line haul, là, il faut un peu organiser nos voyages, s'assurer qu'on va croiser des stations. Quand on va aux États-Unis, là, sur la côte est, là, il y a des stations. Là, on peut partir d'ici à l'autre Texas sans problème en gaz naturel. Regarde les CAT, par exemple, qui ont opéré longtemps les moteurs au gaz naturel. 12 litres au gaz naturel. C'est vrai. On fait ça couramment. Là. Donc, c'est possible. C'est pas impossible, là. Ça se fait. C'est bien réel. Puis, il y a les points de service ensuite. C'est une nouvelle technologie. Est-ce qu'on a les points de service pour supporter la technologie si il y a un bris, par exemple? Donc, le gaz naturel est très développé là, en Amérique du Nord. Les points de service sont développés, l'outillage, les compétences sont là, mais il faut se préparer à ça. Il faut connaître nos points de service, pas être pris à la dernière minute, puis là, commencer à chercher. Donc, il y a une certaine organisation avec ces nouvelles technologies-là. Je peux pas croire que... Je pense que cette étape-là, on a déjà passé à travers cette étape-là dans le domaine du transport avec nos moteurs diesel qu'on connaît, là, très longtemps. Mais des stations de fuel, des cardlocks, des Arnois de ce monde, il ne devait pas en avoir partout en 1950, tu comprends? Ça devait être plus compliqué, au même titre que ça l'est. On insère une nouvelle technologie dans un marché qui n'est pas tout à fait prêt ou qui n'est pas à maturité. C'est sûr que c'est plus de gestion, c'est plus de préparation. Ça demande une logistique qui est différente. Il y a des défis, exactement. Il faut se préparer à ça, ça prend une logistique différente. Donc, on n'arrive pas avec une technologie de combustion de gaz naturel n'importe où. Il faut vraiment se préparer puis être prêt à cette transition-là. Je pense que, tu sais, puis je veux juste faire un parallèle vite, ou peut-être être boiteux, mais un parallèle vite avec l'électrification, tu sais. On parle, depuis qu'on parle d'électrification, on parle d'infrastructure, de la même affaire, à la même vitesse qu'on parle de nouveaux véhicules, de nouvelles technologies, tu sais. Puis c'est le défi actuellement, c'est que l'infrastructure de recharge n'est pas partout pareil à travers le long de juste le Québec, elle n'est pas pareil à travers le Canada, elle n'est pas pareil à travers les États-Unis. Tu ne peux pas avoir accès à l'électricité. Puis là, tu veux un camion, tu ne recharges pas ça avec une borne de 50 kW, là, tu vas recharger là longtemps. Fait que, tu sais, on le vit encore, c'est toujours une question, avant tout, c'est une question d'infrastructure, une question de logistique, une question de préparation. Puis d'où provient la source de l'énergie? Parce que, tu sais, au Québec, on est chanceux, on a l'hydroélectricité. C'est pas le cas partout en Amérique du Nord. Au contraire, on est assez unique dans cette position. On est une île. Il y a une île. Donc, d'avoir cette énergie renouvelable-là disponible, c'est un grand avantage.
La plupart des grands fabricants sont aux États-Unis, donc arrivent avec les technologies qui font le plus de sens pour l'Amérique du Nord, mais majoritairement pour les États-Unis. Donc, oui, on a cet accès à cette énergie renouvelable-là, mais il faut se rappeler qu'aux États-Unis, il y a encore du charbon pour faire de l'électricité. Donc, quand on pense à ce well-to-wheel-là, il faut le considérer. Donc, oui, à l'utilisation de l'énergie en électrique, c'est très peu émissif, on va dire ça comme ça. Zéro émission. Mais il y a tout l'aspect. Tout l'aspect production, puis c'est ça. Exactement. Génération d'électricité de la batterie, donc comme chaque technologie. Comme chaque technologie. Il y en a qui vont dire du berceau à la tombe d'une technologie. Ça, c'est encore plus large. Encore plus large. Cradle to grave. On se ramène à well to wheel. C'est bien en masse. C'est bien en masse. On réussit à arriver avec un portfolio technologique qui est super large. On couvre vraiment tout. On est dans l'électricité. Chez Cummins, avec l'acquisition qu'on a fait de Meritor, qui a le e-Axle. Donc, on est dans tout ça. C'est plus du côté de notre filière Accelera. Accelera par Cummins, qui est vraiment notre division batterie. Division zéro émission, division pile à combustible d'hydrogène aussi. Électrolyseur d'hydrogène. Parce qu'on est dans l'écosystème complet là, de l'hydrogène. On pense qu'il faut être dans cet écosystème-là complet pour stimuler l'industrie à ce changement. Tout est dans le sens que je comprends, d'avoir une mainmise sur tout ce qui se développe sur tous les fronts, ça te permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble, de dire, hey, ça, je peux prendre ça là, puis l'appliquer. Ça, ici, je peux peut-être mettre ça aussi dans ça, puis d'arriver à quelque chose qui fait du sens, qui accélère C'est un avantage pour nous d'être global aussi. On est partout sur la planète. On est 76 000 employés chez Cummins actuellement. C'est énorme. On est dans tous les marchés aussi, que ce soit industriel, génération de puissance, automotive, marin, ferroviaire. Donc, il y a certaines technologies qui font du sens actuellement dans certains marchés. Puis, on prend de l'expérience, puis on va pouvoir prendre ces technologies-là et les transférer d'un marché à l'autre. Quand ça va faire du sens, quand le timing ça va est faire bon, du sens, quand le marché arrive à mettre sur le travail. Exactement. Donc, ça, c'est un grand avantage de faire affaire avec Cummins. C'est un bouquet énergétique, c'est un portfolio extrêmement large qui est éprouvé et testé un peu partout. Tu me faisais mention de l'électrification avec Accelera par Cummins. Au niveau du routier ou du on-highway, du moins dans ton secteur ou ce qui te touche directement. Est-ce que comment ça se profile, comment ça s'enligne, comment on voit les prochaines années? Est-ce que on peut parler de l'EPA un peu, je pense. Indirectement, ça touche. C'est un peu relié. C'est le driver principal de tous ces changements-là. Nous, on doit s'assurer que nos technologies vont rencontrer les normes proposées ou exigées par l'EPA, autant au niveau des oxydes d'azote, donc les NOx, du dioxyde du carbone, le CO2. En 2027, il y a un grand changement qui s'en vient. Donc, on va nous demander aux motoristes, aux équipementiers, de réduire les oxydes d'azote, donc les NOx, de 82,5 %. Donc, on va passer de ce qu'on appelle le milligramme NOx, d'un environnement de 200 mg NOx par heure par horsepower, à 35 mg NOx par heure par horsepower. C'est un assez gros... C'est une réduction immense. Quand on pense aussi aux années 1993-94, quand on est arrivé avec les moteurs électroniques, si on se compare à ce temps-là, on était dans un environnement de 5... On était dans un environnement de 5 mg. De 5 grammes de NOx. 5 grammes, pas milligrammes, 5 grammes. Donc là, c'est une réduction de 99,7 % par rapport à 93, ce qu'on demande en 2027. On prend 94-93 parce que c'était l'année de l'électronique, puis c'était-tu les premières années qu'on était capable de mesurer ça convenablement? Je pourrais pas te dire exactement à partir de quand ça a commencé, mais le data que j'ai en tête vient de là. Donc là, on a eu les ECM, on a eu les valves EGR qui a été un énorme changement, tout le système EGR. Après ça, on a eu les filtres à particules. En 2010, on a eu les systèmes avec l'URE, le DEF. Donc tout ça, c'est pas parce qu'on était bien excité de le faire, c'est parce qu'on devait le faire pour justement réduire nos oxydes d'azote à la sortie du pot d'échappement. Donc le changement qui est demandé à 35 mg, c'est très exigeant. On arrive à certaines limites technologiques. Donc, si je prends le 15 litres, par exemple, ce bloc-là, du 15 litres, opère dans sa forme actuelle depuis 1996 et demi, 1998, dans ces années-là. Ça fait 25 ans qu'on a le même bloc
et qu'on l'habille différemment pour rencontrer les normes. Mais là, arrive 2027, parce qu'un changement est nécessaire, un changement de plateforme. Donc, on a une réduction de quantité de plateformes, une augmentation des carburants qu'on va utiliser par nos plateformes M. B7.2, X10, X15 arrivent les trois en 2027, on va dire l'aspect diesel. X15 arrive un peu avant en 2026, on y reviendra. Mais on a dû faire un changement de plateforme pour réussir encore à augmenter nos taux de compression, augmenter nos pressions d'injection, être encore plus précis avec notre combustion, peut-être préparer éventuellement certaines plateformes à couper des cylindres. La désactivation, on voit ça dans l'automobile, la désactivation des cylindres. Gamme variable, timing variable, c'est-à-dire, donc, on avait besoin de préparer tout ce qui est tête moteur à ces technologies-là qui vont probablement arriver éventuellement là, dans les années 2030 et plus. Donc, on veut que cette plateforme-là perdure dans le temps. On la prépare pour ça. Mais ça a nécessité un changement technologique. Ça l'opère en Europe quand même depuis plusieurs années, cette plateforme-là. C'est l'itération qu'on connaît aujourd'hui. Oui, ce qu'on va avoir en 2027 opère depuis plusieurs années en Europe. Au niveau du 15 litres, donc c'est presque 10 ans là, de recherche. Quand même. Exactement. Il y a eu de la recherche et développement, mais il y a pas loin de 50 000 moteurs de cette plateforme-là, similaire, qui opèrent déjà. Oui, parce que les normes, il y a certaines spécificalités à l'Europe. Exact. C'est une technologie qui est tout de même connue par Cummins. Là, on l'a nord-américanisé pour nos châssis nord-américains et nos normes nord-américaines. Mais ça demeure aussi une plateforme qui est bâtie sur le 25 ans d'expérience qu'on a. On a gardé la même structure, la même architecture, par exemple, au niveau du système EGR. On a encore un système EGR, on a encore un turbo à géométrie variable. C'est une technologie qu'on connaît, qu'on produit aussi pour la plupart. On produit nos composants chez Cummins, par exemple, les turbos, les systèmes d'émission. C'est pas une tierce partie. Non, exact. C'est fait en État. Cummins Turbo Technology, Cummins Emission Solution. Puis même nos technologies sont vendues à d'autres OEM, d'autres motoristes. Mais on a gardé cette même architecture-là. Le gros changement technologique, je dirais, là, en 2027, c'est l'arrivée de réchauffe after treatment. On va appeler ça comme ça. C'est un élément chauffant, c'est deux éléments chauffants. Si on prend notre 15 litres qui vont être installés sur le système de post-traitement, des éléments de 5 kWh qui vont être alimentés par un contrôleur, puis un alternateur 48 volts qui est entraîné par une courroie serpentine sur le moteur. Ça, c'est le changement physique, mettons, physiquement, le plus gros changement. La plateforme change. L'engrenage est rendu en arrière. C'est vraiment un clean sheet engine, notre 15 litres. Ils ont repris la base, là, tout déshabillé, puis ils ont fait OK. On a refait une nouvelle plateforme, carrément. Mais garder la même architecture, mais l'arrivée du 48 volts, l'arrivée de ces deux éléments-là, c'est vraiment le changement qui va nous permettre de rencontrer. Un des changements qui va nous permettre de rencontrer le 35 mg. À vrai dire, notre 15 litres arrive à 50 mg. Il arrive légèrement au-dessus. Enlève, mettons, le réchauffe after treatment, enlève l'alternateur. Non, cette technologie-là arrive à 50 mg sur le marché. Puis la raison pour laquelle on prend une approche par étape, puis qu'on peut se permettre de le faire, c'est qu'on a une chaudière d'oxyde d'azote, il ne faut pas qu'elle déborde. Donc, par exemple, une technologie au gaz naturel nous donne des crédits actuellement. Je comprends. La technologie gaz naturel est certifiée 50 mg déjà. Donc, quand on en implante une aux États-Unis, dans un état qui est 200 mg, ben là, on a des crédits au niveau de Cummins. On utilise cette banque de crédits. Toutes vos solutions vous donnent un peu cette flexibilité-là. Exactement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on arrive avec notre X15 un peu avant 2027, en 2026. Il y a aussi il y a un avantage pour le client. Il y a 4 de réduction de consommation de fuel de base avec cette nouvelle plateforme-là. Après ça, il y a des features électroniques qui vont permettre d'aller jusqu'à 7 dans un environnement idéal, avec 80 000 livres, grosse véhicule, avec un ratio très américain. On va dire ça comme ça, mais le 4 de base sur cette plateforme-là est intéressant. C'est significatif quand même, 4 C'est significatif. Puis c'est une des raisons pour lesquelles on est à 50 mg et non 35 mg. Parce que un moteur à combustion interne, c'est une balance. Donc, tu as tes oxydes d'azote d'un côté, puis tu as ton dioxyde de carbone. Ton dioxyde de carbone, s'il augmente, ça veut dire que tu augmentes ton CO2, ça veut dire que tu as augmenté ta consommation de fuel.
Pour réduire les NOx, c'est une balance qui augmente d'un bord puis de le l'autre. dioxyde de carbone. Ça je l'ai comme appris avec... Donc, à 50 mg, on arrive à répondre aux besoins de notre clientèle. Et non arriver avec une plateforme qui va augmenter la consommation de carburant, augmenter les coûts d'opération. On est assez stable aussi au niveau de la consommation de DEF. Ça a une stabilité là, très similaire à ce qu'on consomme aujourd'hui avec nos technologies 2024. Donc, ils n'ont pas grande différence à ce niveau-là. Exact. Quand je dis stabilité technologique, c'est une nouvelle plateforme, mais basée sur tout ce qu'on connaît du passé. Sur les derniers 25 ans de cette plateforme-là. On arrive avant 2026 parce qu'on veut prolonger cette plateforme-là le plus longtemps possible en 50 mg. Puis éventuellement, probablement qu'on va devoir soit utiliser des carburants alternatifs ou aller en 35 mg avec notre plateforme diesel. On est rendu là. Oui, c'est ça. Chaque chose en son temps. Là. Exact. Passons cette étape-là, avançons, puis après ça, voyons ce que c'est. C'est pour ça que même si ça brasse, on va se le dire, en ce moment avec le PA. Oui, parce que les annonces de la nouvelle administration américaine, qui récemment, là, je vous dire, il y a une semaine ou deux, où là, parlait de reculer sur certaines... les oxydes d'azote, c'était un des sujets. Ce qu'on appelle le Greenhouse Gas Phase 3, qui vient vraiment contrôler le CO2 autant au niveau des manufacturiers camions que des motoristes. On regarde un peu à le pousser. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Cummins est très près là, de l'EPA. Il y a beaucoup de conversations sur qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, qu'est-ce qui ferait mal à l'industrie aussi. Là. Mais pour Cummins, on va de l'avant. Mais c'est ça. Mais l'idée, c'est pas de reculer nécessairement. Absolument pas. C'est pas parce qu'on entend ce qu'on entend au niveau de l'EPA, des normes qui vont être repoussées ou peut-être revisées ou whatever, que nécessairement, on va voir un recul au niveau de l'adoption des nouvelles technologies. Non. C'est pas nécessairement... Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Nous, pour Cummins, il y a plusieurs milliards qui ont été investis dans cette plateforme-là. La stratégie, ça fait déjà plusieurs années qu'on partage est mise en marche, cette stratégie. On était pas mal les premiers, je dirais, même encore aujourd'hui. On est très verbal au sujet de notre stratégie, on n'a pas peur d'en parler. Oui, on l'ajuste. Il y a certains produits, des fois, qui sont repoussés d'un an ou deux ou ramenés en avant en fonction de ce que l'industrie a réellement besoin d'avoir, de ce qui fait du sens, parce qu'on garde en tête qu'il faut que ça fasse du sens pour le client. Opérationnellement parlant, pour notre clientèle. C'est pour ça qu'on est là. Mais on va de l'avant, peu importe ce qui va se passer avec le PA. Ce que je pourrais voir peut-être évoluer, puis c'est du personnel, c'est un guest de Marc-André, c'est ce qui est au niveau des garanties d'émission. Chaque produit qu'on va produire chez Cummins actuellement, par exemple dans le Heavy Duty, dans le 15 litres, doit avoir une garantie d'émission. Donc, certains composants cibles sur le moteur et sur le camion qui doivent avoir une garantie de 5 ans à 100 000 milles actuellement. Ça vient de base avec un moteur. À partir de 2027, avec un camion, à partir de 2027, cette garantie-là augmente à 10 ans et là, par cœur, c'est 350 000 milles. OK. Sur ces mêmes composantes. Sur ces mêmes composantes-là, la liste, est-ce qu'elle va évoluer, mais c'est super large comme liste. Ça veut dire que nous, à chaque moteur qu'on produit, il faut se dire qu'on va garantir une grande liste de composantes pendant 10 ans, 350 000 milles à partir de 2027. Donc, quand on parle de changement au niveau du coût d'acquisition des camions à partir de 2027, c'est probablement, oui, il y a le driver technologique, il y a la technologie en arrière de tout ça, il y a la recherche et développement, l'évolution du produit, mais ça, c'est ce qui vient vraiment driver les prix à la hausse. Donc, nous, quand on arrive en 2026 avec notre X15, qui est EPA 2027, le même moteur en 2026 va coûter beaucoup moins cher que ce qui va coûter en 2027. Même moteur. Même affaire. 2 garanties d'émission différentes. Je comprends. Ça, puis il y a aussi ce qu'on appelle le EUL, qui est le Emission Useful Life, qui est une norme qui existe, qui est proposée qui est exigée, j'aime pas dire proposée par le PA, c'est exigé par le PA, qui fait que notre technologie doit rencontrer les émissions pour une certaine période. Puis à partir de 2027, ça va être 11 ans, 650 000 milles. Donc pendant 11 ans, 650 000 milles, on doit être capable de prouver que notre technologie rencontre ou performe, mettons, au-dessus par rapport ou égal à la aux norme normes pour lesquelles elle a été produite. 11 ans! Donc, la qualité des composants change. C'est énorme. Donc, peut-être que ça, parce qu'il y a un aspect financier en arrière de tout ça, pourrait... Peut-être les premières choses qu'on va voir changer. Moi, c'est ce que je pourrais voir. Okay. Sinon,
Je ne penserais pas voir le PA reculer sur l'oxyde d'azote de 35 mg. Oui, non, ça. Parce que ça, normalement, ils doivent donner 4 ans de préavis à la base. C'est 4 ans de préavis au minimum. Fait que pas tant là-dessus. Puis ça m'étonnerait aussi, juste point de vue, mettons, écologique. Là, je veux dire, des émissions que tu produis puis que tu mets dehors. Sans rentrer dans la politique, l'aspect environnemental actuellement semble. Pas mis de côté. Non, pas mis de côté. Mais semble pas être prioritaire. Il y a des priorités qui ont changé aux États-Unis. Donc, beaucoup. Surveille ça. Mais c'est ça, c'est à suivre. Mais tu sais, je vois mal aussi une espèce de recul à ce niveau-là, plutôt que, comme tu viens de me dire là, effectivement, il y a peut-être ça qui peut être réglé relativement assez rapidement, sans trop faire de dommages, mais qui va, en plus de ça, faire baisser la facture monsieur et madame le client. Tu sais. Exact. Qui va être très bénéfique pour tout le monde. Tu sais, c'est ça. Ça va être un win-win pour tout le monde, puis ça ne changera pas grand-chose. Tu sais. 11 ans, c'est long, tabarouette, c'est une composante. Sur une composante au Québec qui opère dans le sel, qui opère sur la belle route du Québec, là, c'est effectivement c'est un challenge. J'aimerais ça que tu me parles de l'arrivée de Meritor dans votre univers. Parce que là, on parle d'Integrated Powertrain. C'est comme le nouveau terme à la mode. Là. Même chez Inter, c'est comme le stress intégré puis de la patente. Mais chez vous, avec l'acquisition de Meritor ou l'annexation de Meritor... On a renommé d'ailleurs CDBS, Cummins Drivetrain and Braking System. Ah oui, OK. Bon, Meritor, as-tu disparu ou... Le brand Meritor est toujours présent. C'est un brand qui est tellement fort, qui a des années d'expérience. Puis je salue mes collègues de CDBS. Meritor. C'est vraiment une acquisition qui était logique pour Cummins. C'est une méga acquisition de plusieurs milliards de dollars. Ah, ça avait fait ça quand c'était arrivé, ça je me rappelle, c'était une grosse nouvelle. Qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on est réellement intégré. Quand on part du moteur en avant, on arrive à notre transmission qui est une transmission automatisée 12 ou 18 vitesses, qui est une Cummins Eaton. Donc tout ce qui est automatisé avec c'est un joint venture. C'est produit en collaboration avec Eaton. Donc, moteur qui réagit parfaitement avec la transmission. Par la suite, tout ce qui est drive shaft, frein, essieu, Meritor. Donc là, on arrive à avoir un meilleur contrôle. Puis si on peut aller chercher un demi-point de fuel économie, ça représente des milliers de dollars. C'est là que ça se joue aujourd'hui. Le one-stop shop aussi, qui est important pour la clientèle. Dire si je vais chez un distributeur Cummins à un certain moment donné, en quelque part aux États-Unis ou au Canada, on risque d'être capable de t'aider pas mal sur l'entièreté du drivetrain. C'est pas encore parfait, bien sûr, mais c'est là qu'on veut. Mais c'est là la vision. Parce que c'est uptime. Il faut remettre nos clients sur la route le plus rapidement. À vrai dire, avant que le client arrive en atelier, il faut à peu près déjà savoir qu'est-ce qu'on a à faire sur le véhicule. Il faut savoir que l'inventaire de pièces va réussir à supporter le bris du client. Sinon, je n'amènerai pas le client, je vais l'amener là-bas. Parce que là-bas, ils ont la pièce en stock. Parce que nos systèmes ont déterminé que, notre suite digitale a déterminé qu'il y a 97% des chances que ce soit tel capteur qui soit brisé ou qui est à la veille de briser. Donc, on va faire... On veut réparer notre client et le remettre je vais faire une parenthèse, je veux dire, parce que c'est super intéressant. Votre suite digitale, tout ce qui est Adept, je pense que ça s'appelle. Puis là, j'ai oublié l'autre aussi, mais tout ce qui est paramètres. Il y a les paramètres d'origine sur le moteur, les paramètres EX qu'on appelle, qui sont des paramètres d'extrême fuel efficiency, là, qui sont 5 paramètres là, bien précis qui viennent justement là, aider à donner une économie de carburant supplémentaire. C'est sûr que c'est des paramètres qui sont super performants pour du 80 000 livres, grosse véhicule weight. Donc, plus le modèle de transport qu'on voit aux États-Unis. Mais dans certaines flottes, au Canada, ça pourrait s'adapter, ça pourrait être utilisé. On commence à faire du prognostic aussi chez Cummins. Du prognostic, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, c'est d'envoyer un courriel au gestionnaire de flotte et dire d'ici 90 jours, d'ici 60 jours, d'ici 30 jours, cette pièce-là va briser. Ah oui, OK. Donc, du prognostic. Donc, de façon proactive. Ce que ça permet de faire, c'est de jumeler une maintenance prévue sur le camion au remplacement de la pièce. OK. Fait qu'avant même que la pièce fasse défaut. Historiquement, vous savez que, je sais pas moi, sur 100 pièces,
Il y en a la majorité, ou plus que la majorité, qui ont brisé ou qui ont eu un bris ou un défaut. Quand on analyse le data, ouais, là, là, on commence à voir le data, là, faire des spikes pour telle pièce, telle composante, pour X raison. On est capable de prévenir. Okay. Donc ça, encore une fois, uptime. Est-ce que c'est parfait? Non. Il y a encore beaucoup d'améliorations à avoir, mais je suis confiant que d'ici 2027, avec l'arrivée de cette nouvelle plateforme-là, ça va être un outil là, très, très important à utiliser pour les gestionnaires de flotte. Capoté. Oui, ça va très vite niveau technologie, c'est impressionnant. Exact. Je regarde la quantité de data qu'on reçoit. Là, je suis capable rapidement aujourd'hui, pour la majorité des moteurs, si un client a une problématique en quelque part, de rentrer son numéro de série, d'aller voir une tonne de data, puis dire OK, tu as telle faute. Actuellement, on est capable de en temps réel. En temps réel. Okay. La plupart du temps. Est-ce que tu voyais ça? Ça m'amène à la question que je pose souvent dans les podcasts. Par rapport au moment où tu as commencé dans l'industrie, puis aujourd'hui, mettons, quel est pour toi le plus gros changement que tu as vu, mettons? Le plus gros changement que j'ai vu, je te dirais que l'aspect informatique, électronique, c'est assez trippant. Ouais. C'est assez trippant de voir que rapidement, je vais te donner un exemple, un client prend possession de je sais pas, 8 camions chez un concessionnaire, il dit moi j'aimerais savoir ma suite de paramètres que j'ai dans telle unité que j'ai acheté l'année passée, m'assurer que ça va être dans ces 8 camions-là. Je suis capable super vite de prendre un print de CM, l'envoyer au concessionnaire, puis sans même m'être levé de ma chaise. C'est des outils qu'auparavant, il fallait se déplacer. Il fallait prendre des images, faire des templates et tout. Là, maintenant, on a accès à cette information-là. On est vraiment beaucoup, beaucoup plus efficace. Okay. Les maintenances moniteurs aussi là, qui arrivent en ce moment, le moteur va dire à l'opérateur, regarde, j'arrive à mon changement d'huile parce que j'ai brûlé tant de quantité de fuel. Fait que là, je sais que mon huile est probablement sale. Donc, le maintenance moniteur va s'ajuster à l'opération du véhicule. Okay. Donc, ça, c'est des features qui vont pouvoir être activées. C'est sûr que dans une grande flotte, probablement, ils vont dire non, moi, ça va être vraiment. Je comprends, parce que là, à un moment donné, c'est dur à gérer, 80 camions qui décident de tout faire. Le changement d'huile a des temps différents. Là. Je comprends. Mais ultimement, le camion va te communiquer. Ça ne sera plus rien que d'un sens, là, ça va être dans les deux sens. Oui, vraiment. Donc ça, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements. Là, si je compare au début quand j'ai commencé, mais les changements technologiques. Mais tu as un aspect mécanicien, tu as un background de mécanique. C'est pour ça que j'aime ça encore plus quand quelqu'un vient de ce background-là. C'est le fun de voir quelqu'un, tu y as touché, tu l'as vu, tu l'as fait, de faire des flashs de CM avec des nouvelles programmations. Tu en as probablement déjà fait. Mais je vois la technologie se raffiner énormément. C'est de plus en plus un cheval de course. OK? Puis un cheval de course, ça prend de la bonne eau. Un cheval de course, ça prend un environnement ça prend de la bonne air. Puis je pense que plus on va avancer avec le temps, plus la maintenance de ces produits-là va faire la différence. L'air doit être pur, l'air doit être parfait. Les changements d'huile, le fuel qu'on brûle, qu'on utilise, tout ça, là, plus les produits deviennent hyper performants, plus les variables, plus qu'on contrôle alentour du moteur, là, doivent accentuer notre suivi. Est-ce que tu dirais que ça pardonne moins aujourd'hui que ça pardonnait dans le passé? Est-ce que tu dirais que c'est là que les flottes ou les opérateurs, les petites moyennes flottes, les grandes flottes, vont avoir à contrôler ces affaires-là de leur côté? Tu sais, ces variables-là que le fabricant de moteur ou le fabricant de camion n'a pas nécessairement le contrôle. Tu sais, la qualité du fuel, à quelle fréquence tu changes tes filtres à air, dans quelles conditions tes filtres à air opèrent, puis l'impact que ça a sur ton moteur et les performances. Définitivement. Le moteur va être un résultat, ou la longévité du moteur va être le résultat de l'entretien qui a été tu parlais de cheval de course, là. Mais si ton écurie n'est pas prête puis que ton mec te fournit toujours le même point qu'il t'avait en 2008. Je vais donner un exemple. Il faut arrêter de prendre un impact pour serrer les boîtes de filtre à air. Là, on est rendu OK, combien de Newton-mètres ou quel est le torque on est rendu là, auquel je dois serrer ces écrous-là. Là. Ce n'est pas des clips, là, comme on avait dans le passé là, avec les numéros 4, les numéros 2. Ça marchait bien, par exemple. Ça marchait bien jusqu'à ce que les moteurs dust et que finalement, il y a combien de sortes dans ce moteur-là? Il faut respecter ces normes-là. Puis là, quand on arrive avec ça, bien sûr, dans une flotte, on dit, voyons,
Ça n'a aucun sens, mais c'est ça. Il faut aujourd'hui ouais. ramener l'aspect, les spécifications du manufacturier, les remettre de l'avant, les suivre. Parce que comme je le disais, taux de compression augmente, pression d'injection augmente, la technologie continue à évoluer. Il faut que tout suive alentour. Il y a des petits changements d'habitude à avoir dans l'industrie. C'est pour ça que je trouve qu'on est dans une période donc intéressante, donc fascinante. Parce que j'ai l'impression que ça arrive de... Puis là, tu sais, moi, j'ai mon point de vue concessionnaire, mais j'essaie de me mettre dans la peau d'un opérateur de flotte, un propriétaire de flotte, là. Ça doit venir de tout bord, de tous côtés. Ça doit être impressionnant. Oui, c'est de là l'importance de s'associer avec les partenaires de l'industrie. C'est de là l'importance d'aller s'informer. Il y a plein d'événements, il y a plein d'associations au Québec. CTCQ, l'OCQ, whatever. Exactement. Il y en a plein. Il y en a une tonne. Puis ces associations-là essaient d'attirer les gens avec le contenu le plus intéressant possible. J'étais à la CQ la semaine passée, je crois. Là, on a discuté de chauffeuring. Donc, on est allé s'instruire sur le chauffeuring puis bien le comprendre. Donc, j'encourage les gens à participer à ça parce que tous les acteurs de l'industrie sont présents. Venez poser des questions, venez vous informer. Vous avez une longueur d'avance. La minute tu te pointes, là, tu as une longueur d'avance. Tu as déjà moitié gagné. Tu t'es informé, tu te prépares à ce qui s'en vient. Tu regardes, qu'est-ce que Inter va offrir, qu'est-ce que Cummins va offrir, donc qu'est-ce que chaque équipementier motoriste va offrir. Puis comme je dis, on est là pour conseiller et accompagner. Puis le téléphone ne coûte rien. Là. Non, exact. La conversation ne coûte rien non plus. C'est merveilleux. On ne change pas pour ça. On ne change pas pour ça. Donc, utilisez-nous, utilisez nos équipes. Cummins, spécialement avec les nouvelles technologies. Oui. Cummins, au niveau de l'après-marché, la présence sur le terrain, on a une grande équipe nord-américaine. On est là pour répondre à n'importe quel type de question. C'est un support 360 degrés du produit. Si je n'ai pas la réponse, on va la trouver, on va chercher. On a des ressources. Donc, c'est un des beaux avantages de travailler avec Cummins. Oui, il y a le first fit qu'on appelle le moteur dans le châssis. Ça n'arrête pas là. Non, vraiment pas. Après ça, je pense que je dirais que même pour le propriétaire de flotte, c'est le après qui est encore plus, des fois, déterminant sur le choix du avant. T'sais. Vraiment. Est-ce que je vais être supporté après? Effectivement. Mais que je rencontre une problématique, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va être là pour m'aider à répondre à la question? Tantôt, tu as fait mention, puis je veux vraiment en parler, tu as fait mention du X10, la plateforme du X10, puis du B7.2, qui est la nouvelle version du B6.7. Qui est un autre design. Qui est... Comme le X15, comme le X10, comme le B7.2. Le B7.2 va être une nouvelle plateforme qui arrive en janvier 2027. Encore en lien avec les émissions. On avait besoin de faire ce changement-là. On va garder le B6.7 au niveau octane. Parce qu'on a un B6.7 qui arrive fin de cette année, début de l'année prochaine. Le 7.2, tu veux dire? Non. Non, OK. On va démarrer une cylindrée de 6.7. OK. Il va consommer de la gasoline. OK. Donc, c'est un octane, c'est comme ton char. C'est pas électrique. Non, il n'est pas électrique. Comme ton char. Pas encore. Donc, c'est une demande qu'on a eue dans l'industrie parce que je vais prendre des grandes entreprises de location de véhicules, par exemple. Comme les Riders, les Penske de ce monde. Les U-Haul de ce monde. Oui, c'est ça. Les grands. Qui utilisent des moteurs à gaz parce qu'ils ne veulent pas avoir la complexité d'un système de post-traitement pour le diesel, par exemple. Ils ne veulent pas avoir à dire à l'opérateur... on a fait de l'éducation. La personne qui loue un camion 2 jours, c'est ça. Inverse-les pas. C'est des histoires qui arrivent encore aujourd'hui. Donc, ils ont besoin de cette simplicité-là, mais ils ont besoin de la durabilité d'un moteur diesel. Ça, c'est ce qu'ils n'ont pas actuellement avec la compétition. Un moteur à gaz, un moteur diesel, c'est une plateforme qui est bien différente. Si tu regardes juste au niveau des bielles, des connecting rods, la connecting rod d'un moteur diesel, la connecting rod d'un moteur à gaz, c'est vraiment une grande différence. Cummins a répondu présent. Puis on a développé cette plateforme-là. Je l'ai essayé, ce moteur-là. C'est super prime. C'est un moteur à gaz. On a des puissances de 200 à 300 HP jusqu'à 660 livres de torque. Tout ce que tu peux t'attendre d'un moteur à gaz, tu l'as.
un moteur à tu l'as, mais ça se rapproche aussi des puissances et des couples d'un moteur diesel. Oui, 660 litres de tonne dans cette catégorie de moteur-là, c'est ce qu'on retrouve dans les moteurs diesel d'aujourd'hui. Similaire, avec une simplicité technologique. Donc, un catalyseur comme un char, catalyseur 3 voies au niveau du système de post-traitement. Il n'y a pas d'urée, pas de régénération active, passive, limite. C'est vraiment un véhicule avec un moteur à gaz, mais durable. Donc, avec un aspect durabilité, performance. Vraiment, puis on pourrait regarder des photos, les différences de composants. C'est vraiment marquant. Là. Donc ça va être intéressant pour du pick-up and delivery. Oui, le pick-up and delivery, c'est souvent un marché qui va être électrifiable. Oui. Le last puis le middle mile, pour des termes dans notre jargon, là, mais le last puis le middle mile vont être probablement les prochains. Pas les prochains, mais ce sont l'électrification où là, ça fait le plus de sens. Mais à quel coût? C'est ça. Mais ça, après ça, c'est une analyse de coût. Cette électrification-là. Dans ce cas-là, on arrive avec un moteur à combustion interne pour lequel le retour sur investissement va être assez... Tu peux fueler aussi n'importe où. Je veux dire, c'est super facile d'opérer. C'est pour la commodité de la chose qu'on l'a fait. On rencontre déjà les normes 2027. Donc, c'est un produit qui est prêt à opérer là, pour plusieurs années. Ça va être populaire aussi dans l'autobus scolaire, mais je dirais peut-être plus aux États-Unis. C'est vrai, plus à l'extérieur du Québec, parce qu'au Québec, on est électrifié. Au niveau scolaire. On n'a pas le droit d'enregistrer un moteur à combustion interne dans le marché scolaire. Donc, c'est vraiment particulier, spécifique au Québec, mais c'est quelque chose que le marché scolaire regarde. Donc, le 7.2 diesel, lui, encore là, une plateforme nouvelle qui arrive, qui va être là pour rencontrer les émissions 2027. Est-ce que, un peu comme le X15, est-ce qu'on parle physiquement là, de la même base, le même bloc, là, où il y a des différences légères? Est-ce qu'ils sont identiques au X15? Le X10, c'est vraiment un scale-down du X15. Le X10, c'est un scale-down à 80% du X15. Donc, ces deux moteurs-là, à côté de l'autre, sont vraiment, vraiment similaires. Le 7.2, je ne pourrais pas te dire si physiquement c'est un scale-down du X10. Non, mais plutôt, mettons, du 6.7 et du 7.2, est-ce que... Ça va être deux plateformes différentes. Ah ouais, c'est deux plateformes différentes. Mais ça demeure notre plateforme Elm, multicarburant. Donc, le 7.2, éventuellement, qu'est-ce qu'il va consommer comme carburant? On verra où est-ce qu'il va. C'est ça, cette porte-là est toujours ouverte. Oui, exactement. On est prêt à l'ajuster. Intéressant. Le X10, lui, c'est vraiment notre premier moteur qui va être autant dans notre catégorie medium duty que heavy duty. Donc, étant donné qu'on le L9, le X12 vont éventuellement disparaître. Si vous venez comme un peu tout couvrir, on vient couvrir tous les ratings qu'on avait avec ces moteurs-là avec le X10. Quand je dis en diesel, parce que le L9 puis le 12 ISX12N vont demeurer pour quelques années en gaz naturel. Donc, le L9N, ISX12N, je les vois jusqu'en 2030. Le 12, probablement pour des marchés, même aujourd'hui, il n'est pas disponible pour des marchés autres que vocationnels, puis refuse. Collecte de déchets. Exactement, parce que le 12 est remplacé par le 15N depuis 2024 qui vient couvrir. Fait que vraiment des applications un peu plus précises pour ce mode. Exact. Mais ultimement, tout ça va finir pareil sous la plateforme X10. Sous la plateforme X10, sous la plateforme Elm. Excuse-moi, avec la plateforme X10. OK. Encore là, une multitude de carburants disponibles, plein de portes ouvertes. Plein de portes ouvertes. C'est un peu ça qui se passe actuellement là, chez Cummins dans l'industrie. C'est assez, pour vrai, puis je trouve ça très cool. Tu sais, avec les années, on a vu des manufacturiers de moteurs, pas les nommés Caterpillar, mais sortir de ce marché-là, de par la complexité, de par les normes qui demandent toujours plus d'investissement, de recherche et développement, puis c'est de la grosse argent, tu sais. puis pour toutes sortes de raisons, ils ont décidé de sortir de ce marché-là. Mais vous êtes là encore, puis vous êtes les leaders un peu à votre façon du marché, spécialement dans le camionnage, dans le transport. On opère sur les mêmes valeurs que Classic Cummins en 1919, quand il a pris cette technologie-là de moteur diesel qui arrivait de Rudolf Diesel, si je ne me trompe pas, des années 1872 à 98, dans ces années-là. On l'a repris, on l'a amené ailleurs, puis c'est ce qu'on va faire pour la suite. On va continuer à innover, puis on va continuer à s'ajuster, parce que on peut pas demeurer statique en ce moment.
Il faut continuer à développer, il faut continuer à penser à ce qui s'en vient. Mais là, il faut penser 30 ans puis 40 ans à l'avance. C'est incroyable. Les coûts de développement sont élevés. On va voir aussi beaucoup d'associations dans l'industrie entre les grands manufacturiers. Ben, on le voit déjà, de votre côté, filière batterie avec Daimler puis Volvo au niveau d'une usine en Georgie. Et Packard. Et Packard, excuse-moi. Ouais. Mais pour une usine, développer une usine de production de batteries. Pour amener la batterie ailleurs. Oui, c'est ça, exact. Fait que, oui, on va le voir, ça. Puis je trouve que vous avez tellement lancé le bal avec l'acquisition de Meritor. Pour moi, ça a été comme le premier. Moi, personnellement, ça a été mon premier déclencheur. Fait comme, hey, attends un peu, là. Pour qu'une grosse compagnie comme Cummins voit le marché se transformer, et ils se disent, attends un peu, si on n'embarque pas dans le bateau et qu'on ne mène pas notre propre navire où est-ce qu'on veut l'amener, on va finir un peu n'importe où. On n'est pas toujours les premiers dans l'industrie avec une technologie. Non, mais tu n'as pas besoin. Mais on les prépare, ces technologies-là. On regarde un peu ce qui se passe, puis on arrive avec la technologie quand c'est logique de l'implanter. Ouais. D'être le premier sur une technologie, pour moi, c'est tellement les mauvaises raisons d'être là où ce que le marché. Faut que ça soit drivé. C'est toujours c'est toujours drivé par le client. Puis on a une approche de complémentarité technologique. Ouais. Ça, c'est super important. Si je recule de 3 ans ou 4 ans, quand on allait dans des événements qui étaient plus focus électrification, c'était l'électrique, point. C'est ça, c'est ce qui s'en vient, c'est là qu'on s'en va. Oui, mais j'ai pas assez d'autonomie. C'est pas grave, c'est là qu'on s'en va. Oui, mais je peux pas opérer. Oui, mais je peux pas. Pas grave, non, c'est là qu'on va. Ouais. Là, à un moment donné, le discours a changé, puis on a commencé à arriver avec Cummins arrivait avec un portfolio super large de technologies, justement encore avec le well-to-wheel en tête. Puis dit non, attendez, il y a autre chose qui existe. Il y a des choses qui vont vous permettre de continuer à opérer. Ouais. Puis il n'y a pas juste l'électrique, il n'y a pas juste l'hydrogène. C'était la même chose pour l'hydrogène. Même phénomène, oui. Dans les groupes d'hydrogène, ben là, on parlait seulement de ça. Ça fait partie des solutions. Oui. Mais je vais reprendre, puis on a parlé de Richard tantôt, je vais reprendre une expression, pas une expression, mais une explication que Richard avait utilisée dans un des colloques de l'OCQ. Si je te demande aujourd'hui, pour les 30 prochaines années, de choisir entre la fourchette, la cuillère ou le couteau, tu continues à varier ton alimentation. La soupe des fois, des sandwichs, des côtes de steak, un steak, mais tu choisis un des 3 ustensiles. Es-tu capable de le faire de façon logique? Je pense que la réponse, c'est non. C'est le même principe au niveau des technologies. Dans les flottes. Alors, t'as Richard, là. Philosophe, ça marque l'imaginaire. Dans ce qu'on va voir dans l'industrie, il y a des flottes qui vont avoir de 2 à 3 technologies différentes qui vont opérer dans leur flotte. Oui. Ça va marcher. Ça va marcher, puis ça va être normal de le voir. Donc, on n'arrive pas avec notre gaz naturel en disant il y a juste ça. Hey, on n'arrive pas avec l'électrique en disant il y a juste ça. Pour bien accompagner les clients aujourd'hui, il faut être conscient de tout ce qui est disponible. Je pense que l'électrification nous a prouvé, ce qu'on a vécu avec l'électrification nous a prouvé que d'imposer quelque chose au marché ne peut pas réussir. Tout ce qui est imposé normalement par nos gouvernements, ça fonctionne plus ou moins. Là, il y a le projet de loi 81 qui arrive là, au niveau du gouvernement du Québec. Finalement, le projet de loi 81, c'est une traduction de ce qu'on appelle le ACT en Californie, qui est le Advanced Clean Fleet, qui vient pousser les équipementiers à vendre, disons, je vais dire n'importe quel ratio, là, mais un camion électrique classe 8 pour 12 camions diesel, par exemple. Donc, puis avec des objectifs croissants année après année. Donc, le Québec s'est inspiré de la Californie. En ce moment, en Californie, c'est pas évident ça marche pas. De respecter ce ratio-là. De par mon poste puis mes fonctions, je parle à différentes personnes qui sont impliquées au niveau marketing puis au niveau des ventes dans différents concessionnaires puis un peu partout en Amérique du Nord. Puis il y en a qui viennent de la Californie puis qui me disent que c'est quasiment impossible. Ça marche pas. Pratiquement impossible. Ça marche pas en ce moment. OK? Donc, est-ce que, par exemple, le portuaire, c'est des choses des opérations portuaires, c'est des choses qu'on peut électrifier probablement plus facilement que d'autres opérations? Oui, ça se fait. Il faut demeurer logique. Ce projet de loi-là aussi vient rayer la combustion d'hydrogène, des solutions potentielles. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez particulier parce que quand on est en combustion d'hydrogène,
on est presque zéro émission de CO2. C'est une combustion, nécessairement, il y a quelque chose qui propre. se brûle. C'est une molécule d'hydrogène, il n'y a pas de carbone. Le seul carbone qu'on a, c'est l'huile qu'on va consommer de la base, ce qui est normal. C'est pas zéro, mais c'est pas loin. Là. Pas loin. Oui, il y a des oxydes d'azote, il y a des NOx. Oui. Mais combustion d'hydrogène, c'est 75% de réduction d'oxyde d'azote par rapport aux technologies qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est une technologie qui va voir le jour éventuellement. Éventuellement. Faut que nos gouvernements demeurent logiques. Je pense que plutôt que d'imposer, on devrait bien plus consulter puis considérer en anglais, le incentivize plutôt que d'enforcer quelque chose. Considérer la technologie well to wheel, du puits au roue, c'est extrêmement important. Il faut arrêter de regarder qu'est-ce qu'on émet, au tailpipe. Puis il faut comprendre que si je suis en gaz naturel renouvelable, j'ai capté du méthane qui était pour créer un gaz à effet de serre puissant. Je l'ai capté, je l'ai utilisé, je l'ai raffiné, je l'ai utilisé, puis je l'ai réémis en CO2, qui est à peu près 25 fois moins dommageable que le méthane une fois qu'il atteint la couche d'ozone. C'est pas parfait. Non, mais c'est puissant. Mais c'est déjà mieux. Un puissant outil de décarbonation. Peux-tu le considérer? On peut-tu juste se considérer? Puis les éco-camionnages de ce monde là, qui ont en septembre, là, quand ce programme-là a arrêté en 2024, la planète électrique a arrêté. J'ai trouvé ça dommage. Peu importe quelle technologie que tu mets sur le marché, mais au niveau de l'électrification, ça a été un gros frein là, à l'électrification dans le camion, parce que le retour sur investissement, au lieu d'être sur peut-être, je ne sais pas, 6 ans, d'être passé en 11 ans. Mais là, tu viens rajouter un autre 5-6 ans par-dessus ça, puis tu fais comme Colin. Mon truck, là, avec le millage que je faisais, je le gardais 7 ans. Là, je pouvais penser que j'avais peut-être 1 an ou 2 ans, où ce que là, ce camion-là allait excessivement être payant pour moi. Fait que tu projettes, au niveau financier, tu projettes que les 2 dernières années de ce camion-là vont te revenir plus rapidement dans les poches. Mais là, tu me rajoutes 5 à 6 ans par-dessus. Je peux pas, pour une flotte, pour un opérateur. Puis, tu sais, je veux dire, il y en a qui vont prendre le vent. Tu as toujours les early adopters là, qui vont l'essayer juste. Puis on le sait que ça fait pas de sens, mais ils vont quand même prendre le risque, la chance, puis ils vont apprendre de tout ça, puis ils vont avancer. Je suis confiant. Oui. On est supposé avoir un nouveau programme au 1er avril 2025. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va voir le jour? Est-ce que ça va être retardé? Je ne sais pas. Aucune idée. Je suis confiant qu'il va y avoir plusieurs technologies dans ce programme-là. Que ça va faire un certain... J'espère que ça va être un peu plus inclusif, comme tu dis, qu'il y a plusieurs technologies. En ce moment, il y a le programme fédéral qu'on appelle le Green Freight, qui est ouvert jusqu'au 2 juin 2025. Il fonctionne par projet. Donc, une flotte va soumettre son analyse énergétique de flotte, puis mentionner ses intentions de faire l'acquisition d'une technologie qui va permettre de réduire ses gaz à effet de serre. Puis là, ensuite, le projet va être analysé par Green Freight, puis il va y avoir une réponse qui va être donnée. Mais ça, c'est des programmes à connaître et à utiliser pour nos flottes. C'est pour ça que je les mentionne aujourd'hui. C'est que, par exemple, le Green Freight, il n'y a pas énormément de publicité. Non, pas du tout. Mais ça va jusqu'à couvrir, là, je crois, là, par cœur, 50% du surcoût d'une technologie. C'est énorme. C'est énorme. Puis là, tu ajoutes par-dessus ça le potentiel éco-camionnage qui va revenir, je l'espère. Donc, ça peut donner quelque chose qui est intéressant de faire le premier pas dans cette direction. Ça rend certaines technologies plus accessibles. Exactement. Puis ça favorise cette transition-là. Ouais. Marc-André, merci beaucoup d'être venu sur le podcast. J'ai adoré, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais j'ai vraiment adoré toutes ces minutes-là. Je pense que ça fait un bout qu'on discute. Effectivement. Je te remercie, Maxime, de merci, m'avoir invité. Merci d'être venu en jaser, puis de le démocratiser un peu, puis d'en parler d'une autre façon. Merci de le faire, d'ailleurs, parce que je pense que c'est d'instruire nos gens par les réseaux sociaux. C'est super efficace. Puis, il faut prendre le temps d'organiser ça. Oui, il faut rendre les gens curieux. Puis on a des gens comme toi qui s'impliquent, qui présentent dans différentes associations, qui est présent, puis qui démocratise ça du mieux que tu es capable de le faire, puis tu le fais très bien. Ben, c'est passionnant. Moi, c'est une passion pour moi, ça me fait plaisir d'en parler, ça me fait plaisir de cool. Hey, merci d'être venu.